tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Pour ma part, ça a été quasiment l'autoroute du bonheur. Je me suis régalée avec mes lectures de styles différents, quoique j'ai quand même lu pas mal de polars et thrillers quand même. Et un témoignage. On va commencer par le témoignage, d'ailleurs. Vous le savez, je pratique la course à pied depuis un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai fait quelques courses officielles, voilà, mais j'ai jamais été une compétitrice dans l'âme. Moi, je cours vraiment pour moi, pour me faire du bien, pour me vider la tête et tout. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai quand même réduit un petit peu mon volume de course à pied parce que j'ai eu des grosses douleurs au genou depuis le mois d'avril. J'ai passé un IRM. Le bilan était pour le moins un peu pas bon, voire même pas bon du tout. Mais bon, avec un peu de kiné et une petite préparation physique, j'arrive. Ça fait comme là, je suis contente parce que ça fait quand même 2 semaines que j'arrive à courir sans trop marcher 6 km. Parce que jusqu'à maintenant, je courais 500 mètres, je marchais 500 mètres. Histoire de, je m'arrêtais dès que j'avais mal en fait, et là ça fait quand même 2 semaines que j'arrive à courir sans avoir mal. Alors évidemment, je ne cours pas super vite, mais bon, j'arrive à courir, je suis super contente, donc on va y aller progressivement, et voilà. Donc, cette petite parenthèse running personnelle mise à part, tout ça pour introduire le fait que j'ai lu On m'appelle Casquette verte d'Alexandre Boucher aux éditions Flammarion. Alexandre Boucher, alias Casquette verte, donc, c'est un jeune homme, comme vous le voyez là sur la couverture, qui pratique la course à pied et plus particulièrement le trail. Le trail, qu'est-ce que c'est? Ce sont des courses de très très longue distance qui se courent en nature, à la montagne, en pleine nature, où il y a quand même pas mal de dénivelé. Et c'est quand même assez... c'est des courses quand même extrêmement exigeantes. Et donc, Alexandre était sportif dans sa jeunesse, et il a un petit peu laissé tomber le sport quand il a fait ses études. Bon, il sortait, bon, il était comme un peu comme tous les étudiants, il sortait, il buvait, il fumait, enfin bref, le sport pour lui, c'était quand même un lointain souvenir, mais il continuait quand même à regarder des vidéos sur YouTube de trailers sur des grosses courses de trail, et en particulier la Diagonale du Fou, la Diagonale des Fous, qui se court à La Réunion au mois d'octobre. La Diagonale des Fous qui s'appelait avant le Grand Raid. Il regardait vraiment ça avec des yeux émerveillés. Et un jour, un de ses collègues de travail l'invite à venir courir avec lui sur l'heure du midi. Autant vous dire que cette première expérience a été catastrophique. Il a détesté courir, à tel point qu'il a failli brûler ses affaires de course en revenant. Mais quand le lendemain ou le surlendemain, son collègue lui demande de revenir courir avec lui, il y retourne. Il participe à un premier semi-marathon, ça se passe bien, il est content. Et, pris dans l'euphorie de la chose, il s'inscrit au tirage au sort pour participer à la Diagonale des Fous. Et ce qui devait arriver arriva, il a été tiré au sort pour participer à cette course. Et là, cette course a été pour lui une révélation. Et il a commencé à créer un personnage qui s'appelle un blog qui s'appelle Casquette verte, où il racontait ses parcours, il partageait ses parcours de course avec ses followers. Et il partageait sa passion de la course à pied. Et dans ce livre, il nous raconte son parcours, comment il est tombé dans le trail. Moi, ça m'a fait rire parce que j'ai eu l'impression de voir Obélix qui tombait dans la marmite de potions magiques quand il était petit. Et bien Alexandre, il est tombé dans le trail. Et il y a pris goût. Il a commencé par la Diagonale des Fous. Il a fait l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc. Il a fait beaucoup d'autres courses que je ne connaissais pas du tout. Et il nous raconte son parcours, sa détermination,
la période Covid, la période confinement et comment il a continué à s'entraîner malgré tout dans son appartement, dans son immeuble, pour continuer à s'entraîner malgré tout, malgré le confinement et rester à son niveau. J'ai trouvé ce récit extrêmement intéressant et j'avoue qu'à la fin, il a raconté un passage qui m'a beaucoup émue. Il m'a fait chialer. Il m'a fait chialer. Voilà, ce parcours me parle beaucoup. Rappelez-vous, l'année dernière aussi, j'avais lu le livre d'Anaïs Kemener. Anaïs Kemener, qui est la patronne la patronne du marathon en France. Rappelez-vous, cette jeune femme qui a été victime d'un cancer du sein extrêmement invasif à l'âge de 20 ans. Elle s'en est sortie et sa thérapie, ça a été de courir pendant sa chimiothérapie et après son cancer, elle est revenue à un niveau jamais égalé avant sa maladie. C'est une machine de guerre et j'aime beaucoup suivre le récit de ces personnes que je trouve extrêmement inspirantes. Le récit d'Alexandre est également inspirant parce qu'il veut pas être un héros, il se considère pas comme un surhomme. Malgré tout, il engrange les kilomètres, il engrange ses courses avec le même plaisir de franchir cette ligne d'arrivée, cette ambiance, cette communion avec le public, même si c'est un garçon qui est extrêmement pudique avec ses sentiments. Franchement, c'est un parcours extrêmement inspirant. Même si vous n'êtes pas sportif, il montre vraiment toute la détermination que l'on peut avoir quand on a un objectif en tête. Et je trouve ça vraiment hyper intéressant. Voilà, il est très court, il fait 240 pages. Moi, j'ai beaucoup aimé et je continue à suivre Casquette Verte sur les réseaux. Je vois, moi, le trail, le trail, moi, je me cantonne vraiment à l'urban trail. Ça me suffit amplement. Mais le trail en pleine nature, je préfère pas m'y essayer parce que comme j'ai un genou en carton, j'ai toujours peur qu'il me lâche dans les descentes. Donc, tant qu'à faire, voilà, je me contente de faire des courses sur bitume. Ça me convient très bien. Mais voilà, ce parcours est extrêmement inspirant malgré tout, même si on ne fait pas de trail, même si on ne fait pas de course à pied. Si vous ne faites pas de sport, j'en connais un qui va être épuisé rien qu'à écouter ma chronique. Il se reconnaîtra. Mais en tout cas, voilà, si vous voulez suivre un parcours inspirant dans le domaine du sport, qui peut vous aider dans votre vie de tous les jours, allez lire le livre d'Alexandre Boucher. Ensuite, totalement rien à voir, en lecture commune, avec mon copain Jérôme du compte GG Boukine, j'ai lu Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen, publiée aux éditions J'ai lu. J'ai acheté ce roman sur les conseils de Jérôme au Quai du Polar cette année. Et d'ailleurs, Sandrine Cohen me l'a dédicacé. Et mon Dieu, j'ai découvert une plume très addictive. Dans ce roman, on va découvrir Rosine. Rosine qui est une jeune maman de 2 petites filles, Chloé et Manon, 6 ans et 4 ans. Tous les soirs, c'est le même rituel. Pendant le journal de 20h, Rosine donne le bain à ses filles. Et un soir, Rosine va commettre l'impensable et l'irréparable. Elle va noyer ses 2 petites filles dans leur bain. Elle va commencer par en noyer une sous les yeux de sa sœur et elle va noyer l'autre. Au-delà de l'acte absolument horrible, on sait, bon, voilà, dès le départ, on sait qu'elle a commis ce crime. Elle est incarcérée et on voit apparaître un nouveau personnage, Cléa Rivoire, qui est enquêtrice de personnalité. Alors, je ne connaissais absolument pas ce métier. Et franchement, je trouve que c'est hyper intéressant. Elle n'est pas flic, elle n'est pas psychologue, ni psychiatre, mais elle est un petit peu hybride entre les deux. Et elle va mener cette enquête avant le procès pour essayer de trouver pourquoi une personne ordinaire,
bascule du jour au lendemain dans l'horreur et franchit la ligne du crime. Et donc elle va se pencher sur l'histoire de Rosine pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a pu la pousser dans son passé à commettre cet acte absolument abominable. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors par contre, le personnage de Clélia, elle est... Alors oui, borderline, oui, elle est tête à claque, oui, elle est irritante. Je dirais qu'elle est agachiante, voilà, pour inventer un nouveau mot qui lui sied à merveille. Mais au fur et à mesure du roman, on nous dit qu'il s'est passé quelque chose dans le passé de Clélia qui est susceptible de l'avoir façonnée pour qu'elle soit comme ça à l'heure actuelle. On ne sait pas ce qui s'est passé. Alors peut-être qu'on en saura un peu plus dans la deuxième enquête de Clélia. Mais en tout cas, j'ai trouvé le personnage un petit peu irritant au début. Bon, ça s'est un petit peu calmé par la suite. Mais voilà, j'ai trouvé sa démarche, sa façon de travailler, son métier absolument hyper intéressant. Et elle va fouiller, elle va gratter là où ça fait mal. Elle ne va pas s'attirer que des amis. Et moi, j'ai beaucoup aimé le personnage de Rosine. Rosine, elle est bouleversante, elle est attachante. Mais voilà, c'est quand même bizarre d'employer ces mots vis-à-vis d'une criminelle, d'une personne qui a tué ses enfants, qui a tué ses filles d'une manière absolument horrible, parce que la mort par noyade, c'est dit quand même plusieurs fois dans le roman, est une mort absolument horrible, parce qu'il c'est dit qu'il faut 6 minutes, je vous spoil rien, hein, c'est indiqué dans le roman, il faut 6 minutes pour noyer quelqu'un. Et imaginez dans la tête d'une petite fille de 4 ans et dans la tête d'une petite fille de 6 ans, 6 minutes, c'est très très long. On nous décrit quand même le calvaire des petites filles, ce qu'elles ont subi juste avant de mourir. Et ça, j'ai trouvé ça hyper fort. Ce sont des scènes qui vous collent un uppercut dans la tronche, hein, quand même. Et malgré ça, j'ai trouvé le personnage de Rosine hyper bouleversant, hyper attachant. Voilà, est-ce que... oui, elle a commis un crime horrible, mais quand on creuse, comme Clélia elle a creusé, voilà, son comportement, allez jusqu'au... Je ne vais pas vous en dire plus, allez lire ce roman pour savoir exactement ce qu'il en est, pour partir à la découverte de Rosine, pour partir à la découverte de Clélia, pour partir à la découverte de la plume de Sandrine Cohen. Je remercie infiniment Jérôme de m'avoir fait découvrir la plume de cette autrice, de m'avoir fait découvrir son univers. J'ai Antoine dans ma palle, suite à la chronique de Jérôme, hein, sur son compte Instagram. Mais comme je suis un petit peu psychorigide, je voulais commencer par Rosine, pour découvrir le personnage de Clélia, et j'ai rudement bien fait. Donc du coup, j'ai adoré ce roman, et je vais me précipiter sur la deuxième enquête de Clélia, très vite. Alors je vous dis ça, vous allez me dire, tu dis ça absolument à chaque fois quand tu commences un tome 1 et que tu as du mal à le sortir le tome 2, parce que tu lis autre chose. Mais voilà, cet été en série sera sous le signe du j'ai commencé beaucoup de séries et j'en ai terminé aucune. Voilà, autant vous dire que l'été en série ce challenge va se poursuivre encore assez longtemps dans l'avenir, dans les prochaines années, étant donné que je commence énormément de sagas. En tout cas, si vous voulez lire un thriller psychologique qui sort un petit peu des sentiers battus, avec un métier qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir dans ce type de roman, allez-y, foncez sur les romans de Sandrine Cohen avec, pour commencer, Rosine. Ensuite, j'ai lu un roman que je n'ai plus en ma possession, que j'ai redonné à la bibliothèque. Il s'agit du dernier roman de Mo Hayder, Crâne d'os, dont je vous mettrai la petite vignette ici, et dont je ne me rappelle plus la maison d'édition. C'est pas grave, hein, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Alors moi et Mo Hayder, j'ai adoré Tokyo
Pig Island. Ça a été vraiment des romans absolument phénoménaux. Je les ai lus il y a super longtemps, bien avant que j'ai cette chaîne, donc évidemment je ne vous en ai pas encore parlé, mais ça avait été vraiment une révélation. Et puis, après ces deux, j'avais été moins séduite aussi par Birdman, et puis j'en ai lu un autre que j'ai complètement détesté, et donc du coup après j'ai plus lu Mo Hayder. J'ai plus lu, j'avais plus envie de la lire. Ce qui avait fait le sel de Tokyo et de Pig Island, je le retrouvais plus dans ses romans. Et là, je sais pas. Je sais pas, Crâne d'os. Alors, il a été... il faut savoir que Mo Hayder est décédé il y a 2 ou 3 ans maintenant, et que ce texte a été repris par une autre autrice. De toute façon, je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Et donc, ce récit a été terminé par cette autrice. Mais la majorité du récit avait quand même été écrit par Mo Hayder, avant son décès. Et donc, dans ce roman, on va se retrouver dans une petite bourgade. On va suivre Alex, qui, après avoir passé 2 ans dans la police londonienne, revient dans sa petite ville d'origine, en tant que policière. Pourquoi elle y revient? Parce que 2 ans auparavant, avant qu'elle entre à l'école de police, elle a été victime, avec plusieurs de ses camarades, d'un accident de car qui a fait énormément de victimes. Le car est sorti de la route et a traversé une glissière de sécurité. Et le car est tombé dans le lac, où beaucoup de jeunes sont restés prisonniers et sont décédés. S'ils n'étaient pas décédés avant l'impact, ils sont décédés malheureusement par noyade. Et Alex a survécu à cet accident. Elle a quand même une séquelle physique, car elle a la main gauche qui est plus ou moins atteinte. Et un de ses meilleurs amis, Aran, qui travaille aussi pour la police, a survécu également. Et donc, elle revient donc sur les lieux de son enfance, et elle a quand même des réminiscences de cet accident, et pour elle, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, elle va fouiner, en quelque sorte. Elle va enquêter de son côté, un peu en off, pour savoir ce qui s'est passé, parce que pour elle, elle a vu quelque chose. Elle a vu une silhouette. Elle pense avoir vu Crâne d'os. Crâne d'os, qu'est-ce que c'est? C'est une légende urbaine dans cette petite bourgade. C'est le fantôme d'une femme dont la tête est un squelette. Hein, c'est un crâne d'os, hein, tout simplement. D'abord, vous le verrez hein, sur la couverture, c'est typiquement le visage de cette femme, c'est un crâne. Et plusieurs personnes disent l'avoir vue dans le parc, dans la forêt et sur le bord des routes. Et pour Alex, elle est sûre d'avoir vu cette femme le jour de l'accident. Et elle est déterminée à savoir exactement ce qu'il s'est passé. Et parallèlement à ça, il y a des disparitions de chiens. Plusieurs propriétaires de chiens ont signalé la disparition de leur animal de compagnie. Bon, sans que la police se démène vraiment pour trouver le fin mot de l'histoire. Et avec Aran, Alex va également enquêter sur ces disparitions d'animaux pour le moins inquiétantes. J'ai vraiment beaucoup aimé ce récit. J'ai retrouvé vraiment ce qui faisait le sel des romans de Mo Hayder du début. Cette tension psychologique constante à chaque chapitre. Les personnages, je me suis beaucoup attachée aux personnages d'Alex et d'Aran, à d'autres personnages aussi, mais dont je ne parlerai pas pour pas vous spoiler. Il faut découvrir aussi ce roman dans toute son entièreté. J'ai vraiment beaucoup aimé la tension. Il y a des choses que j'ai vues venir, d'autres non. J'ai vraiment aimé toute l'ambiance du roman, toute la tension constante de ce roman. Mais alors, la fin, c'est quoi cette fin? On s'est pris les pieds dans le tapis. La fin est bâclée en 2 phrases dans le dernier chapitre. Non, non, je suis désolée, non. On ne peut pas avoir un roman avec une tension constante pendant 250 pages et se prendre des pieds dans le tapis dans les 3 dernières. Non, non, on ne peut pas faire ça, c'est du gâchis.
Voilà, la fin m'a gâché la fin du roman, donc c'est pour ça que c'est pas un coup de cœur. Même si globalement j'ai beaucoup aimé le roman, la fin, non, je suis désolée, j'adore pas du tout. D'abord, je l'ai relu 2 fois pour voir si j'avais rien loupé, quoi. Non, c'est bâclé, c'est en 3 phrases. Non, franchement, non, 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 cette fin m'a pas convaincue du tout. Et c'est dommage, franchement, parce que il y avait de très très bonnes choses dans ce roman de Mo Hayder. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, allez-y, découvrez ce roman. Mais vous me direz, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez trouvé de la fin, ce que vous avez pensé de la fin, parce que là, moi, franchement, je trouve que ça gâche tout. Voilà. En revanche, j'ai lu une pépitas, les gars. Là, ça faisait très, très, très longtemps que je m'étais pas fait avoir par un thriller. Et avec celui-ci, je me suis fait avoir en beauté, quoi. Mais alors, ça faisait très, très, très longtemps que j'avais pas ressenti ça avec un thriller. Et là, franchement, je peux que vous conseiller de lire ça. Il s'agit de l'ombre, il surgira d'Alena Urquhart aux éditions Fleuve Noir. Dans ce roman, on va poursuivre un tueur en série qui s'amuse à déposer ses cadavres un peu partout à la Nouvelle-Orléans et dans le Bayou. Et à chaque fois qu'il dépose un cadavre, il dépose également des indices qui, s'ils sont bien interprétés par les enquêteurs, leur donneront le lieu de dépôt du cadavre suivant. Il faut déjà en avoir un peu dans le ciboulot pour te... Bon, il est un peu tordu quand même, hein, ce monsieur. On va très vite comprendre qu'il s'appelle, qu'on l'a surnommé le boucher du Bayou. Et on alterne les chapitres entre la découverte des cadavres, les autopsies, avec comme personnage un médecin légiste, Vren Muller, qui va faire parler les morts. Voilà, son boulot, c'est de faire parler les morts. Elle a un petit côté qu'Escarpetta. J'ai beaucoup aimé, voilà, moi, moi, je l'ai trouvé qu'elle était à moitié hybride entre qu'Escarpetta et Tempérance Brennan. Dans cette optique de faire parler les morts. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, si vous connaissez un peu les deux personnages que j'ai cités, vous voyez un petit peu vers où on va. Et donc, elle va pratiquer les autopsies et aider la police à les mettre sur la piste de ce tueur. Et on alterne avec les chapitres où on est visiblement avec le tueur et ses victimes. Donc voilà, ça se passe comme ça, on alterne les chapitres, machin. On sent la frustration des enquêteurs parce que le tueur a toujours 1 voire 2 coups d'avance sur eux, et ça les broute. Clairement, ça les broute. Et puis, il y a une phrase qui arrive là-dedans et qui change absolument tout. Il y a cette phrase qui provoque ce retournement de situation, et alors là, mais tout prend sens. Mais tout ce que tu as lu avant, tu le vois sous un prisme nouveau, et là tu te dis, merde, j'ai rien vu. Waouh, c'est hyper bien fait. Alors la suite, c'est ouf, c'est de l'action et 100% adrénaline. Et alors cette fin, et là à la fin, j'ai fait mes frustrations, je crie ton nom. J'ai jamais vu une fin de thriller comme ça. Non. Donc je me disais, ah oui, donc faut vraiment lire le tome 2 alors. Et heureusement je l'ai, parce que là franchement, c'est pas possible une fin pareille. Merde. On ne peut pas faire ça au petit cœur d'un lecteur aussi sensible que moi. Oui, je suis sensible. Bon. Oh, énorme coup de cœur pour ce thriller. Alors j'espère que le 2e tome sera du même acabit, parce que il y avait extrêmement longtemps que je n'avais pas été surprise par un thriller, par la plume d'un auteur, par un renversement de situation que je n'ai pas vu.
Là, ça faisait quelques romans, quelques thrillers que je lisais, que j'enchaînais et dont je devinais la fin, soit dès le début, soit au milieu, soit un petit peu avant la fin. Alors là, j'ai rien vu. Donc là, franchement, c'est énormissime. Vraiment, chapeau à Lena Urquhart. J'espère sincèrement que le tome 2 sera à la hauteur de ce tome 1. Parce que voilà, j'ai vraiment envie du thriller pour ça, pour ce genre de révélation, pour ce genre de phrase qui chamboule absolument tout. C'est un gros coup de cœur. Je ne saurais trop vous dire que allez-y, foncez. Voilà. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je suis en vacances vendredi soir. J'essaierai de vous tourner un petit catulu de cette semaine. Parce que je pense que la semaine prochaine et la semaine d'après, je ne serai pas en mesure de vous tourner de vidéo. Donc comme ça, vous aurez un catulu sur ce que j'ai lu, vraiment sur ma dernière semaine avant de partir en vacances. Et je pourrai repartir sur de bonnes bases après mes vacances. Donc désolé, mais pendant 15 jours, vous n'aurez pas de vidéo. Je suis navrée, mais voilà, je pense que je ne serai pas en mesure de tourner quoi que ce soit. Donc vous aurez une dernière petite vidéo vendredi pour, j'espère vous aider à attendre, à passer les 15 jours. Hein. Mais bon, comme il y aura d'autres créateurs de contenu qui vont revenir et qui vont refaire des vidéos, vous ne serez pas abandonnés dans la nature. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire les romans que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu, vous, la semaine passée. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage, à mettre un pouce en l'air et surtout à vous abonner. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!